Un peu triste aujourd'hui? Bah oui, on est quand même très très triste parce que on termine notre saison du podcast. C'est la toute première saison de Populaire Podcast et c'est la toute dernière saison de Sex and the City. Et oui, pour ceux qui arrivent et pour qui c'est le premier épisode, bienvenue sur Populaire Podcast, le podcast qui parle des femmes les plus populaires au monde. Et cette première saison, on a décidé de la dédicacer à Sex and the City, soit les femmes les plus populaires pour nous et nos femmes préférées. C'est donc la dernière saison, saison 6, qui veut dire beaucoup pour nous. Il y a plein de trucs qui se passent, mais on va en parler et on aura une invitée qui va venir plus tard dans l'épisode, le docteur Isabelle Sarfati, qui viendra pour parler d'un enjeu très particulier. T'as pensé quoi de cette saison, Salomé? De cette fin de saison? Bah, je pense des trucs différents à chaque fois que je la revois, parce que vous doutez bien que si je fais un podcast sur Sex and the City, c'est pas que j'ai vu la saison qu'une fois. Et cette fois-ci, je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient un peu plus creux. Je sais pas pourquoi. Il y avait des enjeux de certains personnages que je trouvais un peu moins provoques, un peu moins fins, un peu moins drôles. Par exemple, le spectacle du chien de Charlotte, je m'en fous. Voilà. Ouais, je comprends. Mais moi, je me demande si c'est pas parce que c'est aussi la première fois qu'en fait, c'est des enjeux que nous, on n'a pas encore vécu parce qu'on est encore dans notre vingtaine et qu'en fait, elles arrivent à des moments de vie où elles sont quand même en train de prendre des décisions où elles sont beaucoup plus installées. Et d'un autre côté, début de la saison 1, elles ont plus de 30 ans. Donc c'est un peu aussi logique comme raisonnement, tu vois. Ouais, peut-être que là, c'est des trucs qu'on pense pouvoir atteindre, mais là, c'est peut-être beaucoup trop loin pour nous. Enfin, tu sais quoi, en fait, après le spectacle du chien de Charlotte, je vais te dire que j'espère que je ne vais jamais atteindre ce truc-là, même à 80 balais. C'est vraiment non, non, non et non. Et tu ne m'inviteras pas à voir le spectacle de ton chien. Je suis désolée, mais c'est hors de question. C'est probable que ça arrive. Oui, en plus avec un cavalier King Charles, c'est sûr à 100%. C'est hors de question. Bon, en tout cas, on a décidé de commencer à parler d'une des relations qui est peut-être les plus importantes de toute la série, qui est la relation entre Carrie et Alexander Petrovsky. Donc, Carrie s'est séparée de Berger. Berger qui avait un complexe un peu d'infériorité par rapport à Carrie parce qu'ils avaient des carrières similaires. Il supportait pas qu'elle lui parle de ce qu'il fait. Il supportait pas qu'elle soit plus successful que lui. Et là, elle rencontre Alexander Petrovsky, qui est en fait un Russe ultra talentueux que tout le monde connaît, qui fait de la sculpture, qui va avoir une énorme exposition à Paris au Jeu de Paume. C'est pour ça qu'elle va aller à Paris. Elle le rencontre dans une galerie avec Charlotte et ils vont avoir une relation qui est au début a l'air très romantique et finalement est quand même plutôt catastrophique, n'est-ce pas? Assez catastrophique, mais juste qui va beaucoup... Bon, moi je pense que vous allez comprendre que je suis quelqu'un de très toxique parce que les deux personnes dont je vais le plus parler et qui vont le plus me séduire dans Sex and the City, c'est Richard Wright et Alexander Petrovsky. Donc je suis vraiment pas la personne la plus saine du monde. J'aime les hommes toxiques et dangereux, mais voilà, c'est comme ça. Pourtant mon petit ami est très bien, hein, je vous jure. Non, je pense qu'elle va être face à, pour une fois, un homme qui va pas être américain. En fait, t'arrêtes pas de me parler de ce premier date, toi. Raconte-moi un peu ce premier date. Oui, bah, en fait, donc il y a un premier date, il l'invite parce qu'en fait, elle a critiqué l'artiste avec qui il a travaillé dans son exposition. C'est ça qui, lui, l'a terriblement charmé. À la différence de Berger, il a supporté la critique. Et il l'invite très tard dans un restaurant pour ensuite aller rencontrer l'artiste au milieu de la nuit. Et ils se retrouvent donc déjà, l'ambiance du resto, elle a l'air trop bien. Et eux, ils sont là-haut dans une salle où il y a aucun bruit. Genre, déjà, depuis le début, je me sens pas bien. Tu sens qu'il va pas trop y avoir de bruit. Et lui n'en fait littéralement aucun. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle lui pose une question, il ne lui répond pas. Il est un peu méprisant, mais d'un autre côté, elle met ça sur le fait qu'il a un style un peu russe, qu'il est froid, etc. Il lui fait une petite réflexion en mode « Tu me poses plein de réflexions sur le passé, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent ou le futur. » Enfin, bref. Et moi, je voulais te poser la question, est-ce que tu penses pas que le premier date, c'est un peu finalement le reflet de tout ce qui va arriver ensuite dans une relation? Écoute, je trouve pas, parce que moi, j'ai eu des premiers dates horribles et je trouve que j'ai des relations qui sont quand même après plutôt ok. En fait, je découvre que je suis plutôt comme Carrie en date. Comme on l'a dit dans les précédents épisodes, moi, je vais en date avec, dans mes notes, une liste de questions à poser parce que le blanc me fait très très peur. Je bois avant. Donc voilà, moi, je suis comme Carrie, je pose plein de questions. Et en fait, là, elle est face à quelqu'un qui lui parle pas. Et je pense que j'aurais été très décontenancée. Et en fait, là, je trouve que ça veut rien dire sur la relation, à part le fait que c'est lui qui va un peu peut-être donner le rythme.
Ouais, c'est vrai, mais d'un autre côté, peut-être qu'il a un côté du coup un peu plus pudique, où il choisit ses mots, etc. Mais quand même, je trouve qu'elle lui pose des questions où elle essaye vraiment de s'intéresser à lui, et il va complètement éviter le sujet. Et d'ailleurs, donc on arrive un peu plus tard dans leur relation, et à un moment, on se rend compte qu'au bout de 3 mois de relation, le gars est quand même pas au courant de quel âge elle a, et elle n'est pas au courant qu'il a un enfant. De quoi parle-t-il? Il est russe. Moi, je pense qu'il est russe, ce mec. Je pense qu'il est russe. On peut d'ailleurs faire un petit clin d'œil à Ited Rivalry et Razanov. Je pense qu'ils ont des sujets de conversation différents. Nous, on est là à parler de la météo. Elle, quand t'arrives en date, tu poses des questions par rapport au passé ou ce que t'imagines de la personne en mode ah tiens, bah j'ai vu que t'avais beaucoup été au Studio 54. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est juste des relations différentes. Et moi, elle m'attire un peu cette relation parce qu'elle parle pas de la pluie et du beau temps. Elle parle de tiens, genre il lui fait goûter du chocolat, il fait goûte comme il est merveilleux ce chocolat, ils peuvent s'extasier sur des trucs merveilleux de la vie et pas forcément les conversations qu'on a l'habitude d'avoir, nous, petits occidentaux. Donc, pour toi, le secret d'une bonne relation, c'est pas de small talk et beaucoup de fascination sur le monde extérieur, quoi. Non. Tu penses pas qu'on doit y arriver à un moment? Si, non, alors non. Moi, je considère que la proximité permet le small talk. Là, l'autre jour, j'étais avec mon copain et on parlait, on faisait, c'est dingue quand même, il pleut vraiment beaucoup. Ah là là, il pleut mais non-stop. Ça déprime la pluie. Et là, je l'ai regardé et je fais, mais c'est merveilleux qu'on soit aussi proches et qu'on puisse se parler de ça du coup. Du coup, c'est bien de se parler de ça parce qu'on est proches. Parce que c'est pas gênant de parler de la pluie. Ça veut rien dire sur nous de parler de la pluie. Et je pense que c'est là qu'en fait la barrière va vraiment se créer entre Carrie et Alexander, c'est que ils n'atteignent jamais cette proximité. Ils n'atteignent jamais cette proximité. Lui est fermé jusqu'au bout à l'idée de partager son univers avec elle. Alors, à un moment, elle a une conversation avec Miranda où elle lui dit mais c'est bizarre, je suis même pas au courant qu'il va faire une exposition à Paris parce qu'elle se retrouve surprise à la prendre dans un restaurant. Et Miranda elle lui dit mais tu sais moi avec Steve, on parle jamais de mon travail. Bon, en même temps, je sais pas si Miranda c'est un exemple, je sais pas de quoi il parle avec Steve. Ouais, mais rien, genre littéralement bon, rien. Bref, mais d'un autre côté, à ce moment-là, je me dis, en vrai, c'est vrai, genre, t'es pas obligé de raconter tous les détails de ton travail à ton mec ou quoi que ce soit, mais quand même, il y a quand même un truc où quand il se retrouve à Paris et qu'il fait son vernissage, il l'emmène et il y a ce symbole énorme où il lui lâche la main en mode tu ne feras jamais partie de ça. Il la met littéralement de côté, donc je vous fais rapide. Carrie part à Paris avec Alexander, voilà, mais elle est seule comme un pou, elle se balade sur l'avenue Montaigne, c'est très triste, elle a pas d'amis, et en fait elle va tomber finalement dans une librairie où il y a des gens qui sont au courant de qui elle est, et qui lui disent bah viens on va t'organiser une super fête. Donc elle est trop contente, elle rentre dans sa maison qui est le Plaza Athénée, c'est absolument merveilleux, dire à Alexander voilà moi c'est merveilleux, je vais avoir une fête en mon honneur samedi, et au moment où elle va y aller, Alexander va lui dire « Oh non, je me sens très triste, je me sens très mal, c'est horrible, tu peux venir avec moi, j'ai trop peur de l'exposition. » Ils vont arriver, donc elle va clairement poser un lapin. C'est sa seule opportunité d'avoir des potes à Paris pour lui. Et quand ils arrivent, les gens l'applaudissent et lui, il lâche la main. Et je trouve que c'est un truc qui est très significatif et que Alexander, attention avec ces mots, je vais employer des mots qu'il faut utiliser à juste titre parce qu'ils sont très importants et très puissants. Je pense qu'Alexander est un pervers narcissique. Mais que il faut l'utiliser à juste titre, et je pense qu'en effet c'est un pervers narcissique et que c'est un mec, quand Carrie rencontre son ex-femme, qui va toujours vouloir être le main character, et Carrie là se retrouve à Paris en second rôle, et Carrie pour une des seules fois de tous mes épisodes de podcast, je vais te dire un truc. Je trouve que tu as raison sur ce point-là. Tu devrais être le main character de ta vie. Pour une fois, je trouve que tu as raison. Parce que là, à Paris, elle n'est pas la Carrie Bradshaw qu'on connaît. Je vais te dire même un truc très snob. Quand elle arrive à Paris, je vois Carrie, moi, comme une Parisienne, et c'est pas beau à voir. Ouais, je suis d'accord. Genre, c'est Carrie, pas beau à voir en fait, elle est iconique et stylée dans son environnement new-yorkais. New York lui va très bien. D'ailleurs, en fait, ça fait partie des conversations. C'est que quand elle doit partir à Paris, elle doit quitter son travail parce que son travail est à propos de New York, de la vie à New York, de la vie d'une jeune célibataire à New York. Et en fait, son travail n'est pas en fait convertible à Paris. Alors qu'on pourrait penser que oui, ça pourrait être quelques épisodes de sa chronique, ça pourrait être intéressant, mais je pense que c'est aussi une manière dans le scénario de nous dire que en fait, ce personnage, Carrie, c'est presque une métaphore entière de New York, tu vois. Ouais. Et en fait, du coup, pour en revenir à cette histoire de mon toxique pervers narcissique, donc déjà en effet aussi violent et dangereux parce que quand même le mec lui met une baffe. Ouais. Et c'est une scène hyper violente dans Sex and the City. Mais surtout, on en avait parlé quand Rosalie Love Coach était là.
en fait, il l'isole un peu de sa vie, de ses amis, à tel point qu'on a une scène qui est dingue, où elle invite ses copains à dîner, et Carrie, tout d'un coup, ses copains n'ont pas vraiment les refs, en fait. J'adore. N'ont pas les mêmes refs qu'Alexander. Alexander est hyper snob, et Carrie se met à avoir un petit peu honte de ses amis. Et je trouve qu'en fait, que quand les personnes que tu aimes le plus, que tu admires le plus, que ton mec, il arrive à changer ton regard sur eux, c'est un premier signe de un peu de danger quand même. C'est un gros danger, mais par contre, moi, je l'ai trouvée absolument exceptionnelle, cette scène, parce que de la même manière que moi, je vois Carrie d'un œil snob, je trouve que pour la première fois, tu les vois à la table d'Alexander et tu te rends compte que ces gens que tu as admirés pendant des saisons, que Samantha Jones, tu penses que c'est la fille la plus puissante de New York, en fait, c'est pas des intellectuels. Ouais. C'est pas des intellectuels du tout. Je dis pas que les intellectuels sont mieux que ceux qui aiment la pop culture. Je dis que pour une fois, ils sont là et c'est pas les gens les plus puissants de la salle. Tu vois Steve qui voit un piano dans la pièce qui dit à Alexander, ah, tu joues. Alexander doit sûrement jouer à merveille du Chopin. Et Steve lui dit, ah, tu connais Billy Joel, Uptown Girl, Piano Man. Et toi, t'es en mode, wow, mais ta gueule, Steve. Mais au contraire, moi, je trouve que leur référence et la manière dont ils parlent, c'est beaucoup plus intéressant en vrai. Elles sont trop bien les rêves de Steve quand tu penses. Et je trouve que lui, il est juste un peu pathétique, quoi, à ne faire aucun effort, à poser aucune question. Il est il est sur une autre planète parce qu'Alexander, en fait, c'est pas juste un intellectuel. C'est un des artistes les plus puissants du monde. Donc, en fait, on va pas nous faire croire que quand même, Samantha Jones, je pense qu'elle est au parfum de ce qui se passe dans la culture. Charlotte York, n'en parlons pas. Harry Goldenblatt, qui est un des plus grands avocats de New York, je pense que ça va aller aussi. Mais par contre, t'as complètement raison. En fait, elle les voit. En fait, on arrive, et c'est là où le scénario est hyper fort, c'est quand t'arrives à vraiment voir via le spectre du personnage principal que, en fait, là, elle a honte et qu'elle est pas forcément ok avec ce qui se passe actuellement, quoi. Je pense, elle doute énormément du coup de fait d'aller à Paris. Elle va un peu chercher des réponses auprès de ses amis. Et il y a une de ses amies qui a une réaction très forte, qui lui dit ne va pas à Paris. Et Carrie, elle lui dit quoi, c'est quoi le problème en fait, tu l'aimes pas. Miranda lui dit non, je l'aime pas. Et Carrie lui dit tu parles de toi, tu parles de ton propre problème, de ton propre couple, parce que Miranda s'est retrouvée à déménager dans une maison à Brooklyn avec Steve et que elle-même elle vit un moment compliqué et qu'elle est désespérée. Mais bon, bref, Miranda n'approuve pas du tout cette relation. Et est-ce que tu penses que une amie devrait te le dire si t'es en train de prendre une mauvaise décision dans ton couple? Bah, on a toujours grandi en espérant que nos amis, nos frères et sœurs, notre entourage nous diraient si on faisait une erreur. C'est déjà assez rassurant. Mais en fait, je me rends compte que non, tu vois les gens autour de toi faire des trucs avec lesquels t'es pas forcément d'accord. Et voilà. Après, Miranda, je pense qu'elle est tellement cynique que juste elle ose pas se dire juste qu'elle est triste que son ami parte à Paris. Et du coup, ça va passer par de l'énervement en mode tu prends la mauvaise décision. Le truc qui va commencer à m'interroger, c'est en gros, il va y avoir un gros comeback au moment où Carrie est à Paris. Big va faire son retour et appeler les filles. Son big retour va appeler les filles et se retrouver à la place de Carrie à leur endroit où elle brunch habituellement. Et il va leur dire voilà, j'ai merdé pendant toute la série. Ouais. J'ai envie de retourner avec Carrie. Et voilà, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Si vous me dites qu'elle est heureuse, je disparais, je me barre. Voilà. Si vous me dites que j'ai une chance et qu'elle est malheureuse et que j'ai une petite chance de la récupérer, j'y vais. Et Miranda avait eu par Carrie quelques jours avant au téléphone qui était un peu malheureuse et qu'elle disait qu'elle pensait à Big comme à chaque fois que ça merdait un peu dans ses relations. Et là, Miranda dit à Big, go get our girl. Et là, la question que j'ai envie de poser... Non, mais nous, on est trop contents. En tant que spectatrice, on est trop contente. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que les amis ont vraiment le droit de dire si t'es heureuse ou pas? Est-ce que les amis ont vraiment leur place dans le choix des relations? Est-ce qu'elles ont leur place en tant qu'actrice de l'échiquier de mes relations? Bah, je trouve que là, quand même, accumulé, Miranda avait assez de preuves pour dire que... tu te rappelles, avant qu'elle raccroche le téléphone, Carrie, elle dit « Je crois que je compare tout à Big. » Et je pense qu'à ce moment-là, Miranda, elle se dit... Déjà, elle voit dans les yeux de Big qu'il est sincère, mais elle se dit ce sera toujours moins pire que l'autre fou avec qui elle est à Paris. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, je pense qu'il faut éviter... de dire à nos potes ce qu'on pense de leur couple, etc. En tout cas, il faut éviter de le faire au quotidien parce que déjà, ça nous éloigne d'elles, que c'est comme leur famille et que en fait, ça sert à rien et que c'est risqué, c'est des paris risqués. Mais par contre, je pense que quand ton ami te pose la question, tu peux subtilement dire que ton mec est une merde.
Non, mais voilà, mais en fait, ou pas forcément parler de son mec, mais parler d'elle, de ce que tu as remarqué qui a changé chez elle et essayer de la voir plus, etc. Mais non, pousser une amie à une rupture. Après, là, quand même, tu sais, on avait quand même parlé dans un épisode avant, quand Charlotte, elle veut arrêter son travail dans la galerie, ce qui est une énorme connerie pour son mariage avec Trey, elles lui disent rien. Donc en fait, je suis quand même contente que là, il y ait Miranda qui dise un truc à Carrie. Et en fait, c'est Miranda qui a dit quelque chose la dernière fois d'ailleurs. À Charlotte, c'est la seule. Donc en fait, Miranda est très important dans Sex and the City. Bon, finalement, Big va retrouver Carrie et la sauver juste après sa claque d'Alexander Petrovski. D'ailleurs, il va lui dire cette phrase. Il lui dit quoi déjà ? Il lui dit certains viennent à Paris pour tomber amoureux et toi tu viens à Paris pour te prendre une claque. Et là, les gars sont morts de rire. Et moi je suis en train de dire mais va au commissariat, c'est par là-bas. C'est hyper important là, vraiment rapidement. Donc voilà, ça se finit là. Il lui dit you're the one et il ramène notre Carrie à New York et c'est merveilleux. Ouais, c'est exceptionnel. Bon, maintenant, on va parler d'un point qui est très important dans cette saison, qui est la maladie que va traverser Samantha Jones. Et c'est tout de suite avec le docteur Isabelle Sarfati. On a longtemps réfléchi à comment vous introduire ça. Est-ce qu'on va vous mentir? Est-ce qu'on va vous dire la vérité? Le docteur Isabelle Sarfati, en fait, est ma mère. Je sais pas, en fait, parce que je me suis dit, je vais pas la vous voyez et tout. Ça se serait vu, je pense, hein, quand même. Je pense qu'on se ressemble. Non, mais c'est plus simple de dire la vérité. Le docteur Isabelle Sarfati est ma mère et aussi a fondé l'Institut du Sein Paris qui s'occupe de traiter le cancer du sein et de faire des reconstructions post-cancer. Pourquoi est-ce que je l'ai invitée? Déjà parce que je l'adore, c'est ma mère, mais en plus parce que je trouve que c'était quelqu'un de bien pour parler du cancer de Samantha qui nous a beaucoup touchés et parce qu'en plus elle a regardé Sex and the City. Absolument. Donc d'abord on va te poser une question avant de parler du sujet qu'on complètement. pose à tous nos invités. Ouais. Quel personnage tu penses que tu es? Aïe, aïe, aïe. Je dirais Carrie, mais j'aime pas Carrie. Ah, mais c'est un problème, tout le monde. Ah bon? Ouais. J'aime pas. Je pense que si je devais me reconnaître dans une des quatre, ça ne pourrait être que Carrie. Ouais. Mais franchement, j'ai pas envie d'être Carrie. Et pourquoi? Parce qu'elle se prend la pied dans le tapis, parce que elle vasouille, parce qu'elle tourne en rond, et puis quand elle arrive à la lettre Z, elle recommence à la lettre A. Et ouais, tellement. Comme ça me saoule. Ouais, je comprends tellement. C'est vrai, c'est vrai. Mais on est quand même tous un peu des Carrie, malheureusement. Et après, c'est la série qui le veut. Enfin, on est quand même dans son point de vue. Je pense que s'il y avait... Oui, absolument. L'idée d'écrire une chronique sur le sexe, c'est assez drôle. Ouais, c'est génial. C'est vraiment un point de départ pour une série qui est géniale. Donc on va parler du cancer du sein de Samantha. Et la manière dont on voulait l'introduire, c'est quand même exceptionnel que ça arrive à Samantha, parce que Samantha, tout au long de la série, est la femme qui a le plus de pouvoir sur son corps et qui utilise son corps souvent comme son arme et qui est confrontée à plusieurs étapes de sa vie, c'est-à-dire le vieillissement de son corps. Donc elle va être face à la ménopause dans cette série. Elle est encore plus proche de se sentir éloignée de son corps. Elle a peur de comment il est en train de se transformer. Donc, elle va tester des trucs de type Botox ou un facelift qui va lui causer d'avoir une tête pas possible au lancement du livre de Carrie. Et surtout, à un moment, elle veut se faire de la chirurgie esthétique pour les seins. Et en fait, c'est là qu'elle va s'apercevoir qu'elle a un cancer. Et j'aime bien le symbole, tout simplement parce que, en fait, comme elle le dit, un peu bêtement, parce que ça lui ressemble pas, le cancer du sein, ça peut arriver à toutes les femmes, même les femmes hyper puissantes comme Samantha. Et surtout, moi, je me suis dit, mais en fait, faut-il que je veuille me refaire les seins pour savoir que je vais avoir un cancer du sein? Enfin, comment les femmes l'apprennent? Comment ça se passe? Et qu'est-ce que tu penses du fait du symbole de Samantha? Alors, déjà dans l'idéal, un cancer du sein, on devrait l'apprendre par des mammographies de dépistage. Simplement, peu de gens se réveillent un matin en se disant « Tiens, je vais aller faire ma mammographie parce que c'est casse-pied ». Et c'est vrai que la chirurgie esthétique, en ça, peut sauver des vies parce que quand on a un désir de chirurgie esthétique, qui est un désir de vie, régulièrement, nous, on demande de faire une mammographie et c'est une occasion de découvrir des petits cancers pas palpables. Ouais, ça arrive souvent. Ça arrive de temps en temps. Il faut savoir qu'une femme sur 7 va avoir un cancer du sein. Donc,
C'est un cancer qu'on guérit maintenant à 85-90%. C'est énorme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le dépiste, parce qu'on a la possibilité de le guérir. Et oui, ça va arriver dans un groupe de personnes. Il va y avoir plusieurs cancers du sein. Se confronter à un cancer du sein, c'est se confronter au réel. C'est-à-dire qu'on a une vie, des espoirs, des fantasmes, des buts, etc. Et puis, brutalement, il vous arrive quelque chose qui vous confronte au réel. Le corps, avant tout, le but, c'est qu'il soit en bonne santé. Et le but, ça va être de le traiter. Et ça fait un espèce d'arrêt. Ça remet un peu les pendules à l'heure. On est obligé de s'adapter, quoi. On est obligé de s'adapter. Et quelle que soit la personne à qui ça arrive, ça va l'arrêter, bouleverser sa vie, et elle le prend avec beaucoup d'intelligence, Samantha. C'est-à-dire que, ok, ça lui arrive, et ben elle en fait finalement quelque chose de drôle, de sympathique vis-à-vis de ses copines, et on voit l'intelligence de la personne dont l'attitude n'éloigne pas les autres. C'est ça. C'est vrai. Mais oui, c'est très important Bien quand sûr. on est malade. Au lieu d'éloigner les autres parce qu'ils sont terrifiés par la déprime, le désespoir, etc., ben elle met une perruque rose, elle change de perruque, elle va faire sa chimiothérapie avec ses copines autour d'elle. C'est possible Et ça en vrai ou marche. pas? Bien entendu. Oui, c'est vrai. On peut Bien amener entendu. nos copines à nos chimios. C'est peut-être pas une foule, mais bon. on peut. Mais je me oui. posais la question parce que tu te rappelles quand elle avait accouché Miranda, t'étais pas du tout contente que Carrie soit dans la salle. Je me suis Ah non, dit, c'est est-ce que complètement dans la illégal. salle- On ne rentre pas dans une salle d'opération comme ça. Hein. Non, non, ça hors de question. Je ne pense pas. C'est exceptionnel ce qui va se passer parce qu'elle va se raser le crâne. D'ailleurs, il y a moi une de mes scènes préférées, c'est son petit ami Smith Jarrod qui, lui, son Oh truc, là c'est là. les cheveux. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il est connu en tant qu'acteur. Et il va se raser le crâne avec elle. Déjà, c'est toujours très beau quand tu vois l'un faire avec l'autre. Et elle va prendre ce choix, Samantha, c'est elle va essayer des perruques. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se passe assez souvent. Qu'elle va essayer des perruques. Et elle va se dire, mais il n'y en a aucune qui me ressemble. C'est pas mes vrais cheveux, même si on dirait ma coupe, même si c'est la même couleur, même si c'est la même longueur, c'est pas moi. Et Elle puis, va fake choisir. pour fake, Ouais. elle va dire on y va. C'est ça. En fait, Ouais. autant Mais être elle a quelqu'un raison. d'autre. Autant être quelqu'un d'autre. Elle a raison, parce que si tu essayes de passer inaperçu, eh ben, les perruques, c'est toujours des cheveux épais en grande quantité pour qu'on ne voit pas l'implantation. Mais sur une fille qui a des cheveux fins, tu n'arrives pas à faire la même chose. Et effectivement, fake pour fake, autant l'assumer souvent. Mais il faut pouvoir le faire. Et Samantha est une jolie fille. Mais même, il y avait un truc qu'elle disait, et je suis complètement d'accord, et c'est absolument horrible, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui sont face à ça, tu me disais, parce que la chimio, ok, traitement, ok, mais les cheveux, c'est très dur. Bah, c'est horrible les cheveux parce que c'est indécent. Ce qui arrive dans un cancer, le traitement du cancer, bah, il est souvent caché, quoi. La chirurgie du cancer du sein, elle est cachée en permanence. On est habillé, qu'on ait une radiothérapie, ça va. Les chimiothérapies, maintenant, il y a bon nombre de chimiothérapies qui sont assez bien supportées. C'est plus les chimiothérapies qu'il y avait il y a 20 ou 30 ans. Simplement, le fait de perdre ses cheveux, à un moment où on est narcissiquement très fragile, ça vous dévoile à tout le monde. Et donc, c'est une épreuve, ça symbolise vraiment une épreuve où on fait partie d'un monde particulier, où les gens d'ailleurs se reconnaissent un peu dans la rue, on est stigmatisé par ça. Et c'est très violent, parce que si à un moment on n'a pas envie d'être stigmatisé, c'est bien celui-là. Ouais. Et est-ce que c'est obligatoire une chimio? Moi, je pose des questions basiques. Hein. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Alors, les cancers du sein, c'est toujours traité par la chirurgie. C'est-à-dire que l'ablation de la tumeur est indispensable au traitement. Ok. Dans 70%, on n'a pas besoin de retirer tout le sein. On retire juste une petite partie et on se débrouille pour que le sein garde une jolie forme. Et dans 30%, il faut retirer le sein. Et ensuite, les raisons de radiothérapie et de chimiothérapie sont des raisons statistiques qui sont calculées cancer après cancer. Il n'y a pas un cancer du sein. Ok. Le cancer du sein, il a une carte de visite et en fonction de toutes ces définitions de ce cancer, on va pouvoir choisir un traitement plutôt qu'un autre. Mais tous les cancers n'ont pas de chimiothérapie, en particulier tous les cancers du sein n'ont pas de chimiothérapie. Ok. Et en parlant du bon traitement, il y a la question qui se pose pour Samantha du bon médecin.
Donc en fait, elle se retrouve avec un médecin dont la réponse ne lui plaît pas. Elle lui demande pourquoi elle aurait eu un cancer plutôt qu'un autre, et lui laisse entendre que c'est parce que c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant et que le risque est plus accru chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfant. Et elle lui dit que c'est un gros misogyne et qu'en gros elle va aller voir une chirurgienne femme. Elle se retrouve du coup à aller voir cette chirurgienne femme, mais qui est la plus réputée des États-Unis, voire presque peut-être du monde. Et l'attente est infinie. Et dans cette salle d'attente, il y a une nonne qui elle aussi a un cancer du sein et qui est là depuis déjà plusieurs jours. Et au bout de plusieurs jours, elles essaient de trouver des techniques en fait pour avoir un rendez-vous avec cette dame. Et la dame de laquelle il lui dit il n'y a pas de traitement de faveur. Elle finit, parce qu'elle sort quand même avec Smith Jarrod, et la dame de laquelle elle est amoureuse, à avoir un rendez-vous plutôt pour elle et la nonne d'ailleurs. J'ai adoré ce moment. Mais quand même, moi je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des endroits qui sont mieux que d'autres pour se faire soigner? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est mieux pris en charge? Et par exemple, s'il y a une telle attente chez un médecin, est-ce qu'en fait on risque pas d'avoir notre cancer qui grossit? Et enfin, moi je me disais, mais peut-être qu'elle attend trop. Enfin. Mais tu as soulevé 50 questions à la fois. Oui. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Ok, on les prend dans l'ordre. Le cancer du sein n'est pas une urgence. Ok. C'est-à-dire que très rarement, uniquement les cancers inflammatoires, et c'est rare. Ça veut dire qu'on a largement le temps de choisir son praticien. Ok. Deuxièmement, ce que dit son médecin sur les femmes qui n'ont pas eu d'enfant ou qui ont eu un premier enfant tard ont statistiquement plus de chances de faire un cancer du sein est vrai, sur des très faibles proportions, mais c'est vrai. Troisièmement, il faut choisir de se faire traiter par des gens avec qui on s'entend. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que entre deux chimiothérapeutes, être avec quelqu'un avec qui le courant passe, avec qui on s'entend, avec qui il y a de l'empathie, avec qui on se sent bien, ça n'a rien à voir comme expérience que de traverser le même traitement avec un médecin qu'on juge sadique ou qui a l'impression qu'il nous juge, etc. Donc le choix du médecin est très important. Et elle choisit, bien entendu, de se faire opérer par une star. Il est vrai que pour certaines personnes, la star est rassurante. Je pense qu'elle aurait eu exactement le même traitement parce que les cancers du sein, ça correspond à des conférences de consensus. Donc, elle aurait eu pile le même traitement où qu'elle soit allée. Okay. L'intelligence, c'est aussi de choisir un endroit où ça se passe bien. Je trouve pas qu'il y a une sorte d'injustice dans le fait de connaître tout ça. En fait, j'ai l'impression que la nonne, elle a réussi à se retrouver là, tu vois, mais bam, j'ai un cancer du sein. Où est-ce que je vais? Est-ce que je suis au courant de toutes les possibilités? Comment faire, en fait, dans une salle d'attente où il y a autant de temps d'attente? Il y a deux choses différentes. L'injustice dont tu parles, elle est réelle, mais elle est liée au fait que certaines personnes se renseignent et qu'on ne peut pas dire maintenant que si on fait des recherches sur tel ou tel médecin, personne n'y a accès. C'est pas vrai. Quelqu'un qui s'y intéresse un peu, qui se renseigne, c'est important. Quelqu'un qui comprend ses droits, c'est-à-dire il n'y a pas un seul médecin en France, en tout cas pas dans les grandes villes comme Paris. Et donc, si tu t'entends pas avec quelqu'un, tu as le droit de changer. Et puis, y a des salles de médecins où on attend beaucoup, c'est vrai. C'est impardonnable dans beaucoup de spécialités, mais dans certaines spécialités où il y a des gens qui annoncent des cancers, qui prennent en charge des gens et qui ne regardent pas leur temps, c'est aussi une qualité. Ça peut nécessiter d'attendre un peu parfois. À l'Institut du Sein, tu dirais que c'est quoi votre particularité? On exerce la médecine qu'on aime, telle qu'on aimerait l'avoir pour nous. C'est-à-dire qu'on a essayé de créer une façon de traiter les gens, de les accueillir, de s'en occuper, de les opérer, qui soit ce que serait une espèce de médecine idéale pour nous. Et on est une équipe, c'est-à-dire qu'on est des hyper spécialistes, on ne fait que de la chirurgie du sein et on a l'émulation d'une équipe. C'est-à-dire quand il y a 8 chirurgiens qui ont exactement la même niche, ça donne une émulation intellectuelle qui est intéressante. On a des visiteurs, des étudiants qui viennent de partout, on publie des articles scientifiques, donc je fais vraiment la médecine que je voulais faire.
Samantha, elle dit à un moment, bah tu le cancer maintenant, je peux battre le monde entier. Enfin, je sais pas comment le traduire, mais elle dit I bet cancer, now I can beat the world. Est-ce que c'est vrai? Oui, quelqu'un qui est un héros, c'est souvent quelqu'un qui n'a pas le choix. Mm. Quand on a un cancer, on n'a pas le choix. Mais quand on ressort de l'autre côté, on peut quelquefois être fier. Voilà. Moi, je vois des gens qui ont peur des souris, qui sont capables de monter sur des tables en poussant des hurlements pas possibles, qui sont hyper anxieux pour des bêtises de retard. Et puis, on leur annonce un cancer. Il y en a certaines qui sont impeccables, quoi. Elles font les choses, elles sont brutalement. Il y a toute une sorte de névrose et de choses qu'on peut s'autoriser dans la vie normale, mais qu'on ne s'autorise pas à ce moment-là. Et oui, on en ressort plus forte, obligatoirement. Quand tu dis ça, tu parles des femmes qui en sortent victorieuses, Mm. mais ce n'est pas toujours le cas. Ah oui, on Oui. voulait poser cette question. C'est ça, Est-ce qu'on l'histoire. peut mourir du cancer du sein? Oui, on peut mourir du cancer du sein. Il y a toujours cette éventualité. Et donc, la personne qui traverse cette épreuve, elle traverse ce risque. Même si elle guérit, elle est confrontée à ce risque. Et c'est violent. C'est justement Carrie à un moment a une dispute avec Alexander parce que elle est là, elle est vraiment, il y a cette question qu'elle pose, c'est combat ou déni, parce que elle est en mode mais Samantha va super bien, la chimio s'est super bien passée, elle est guérie dans 2 secondes, et il y a son mec Alexander qui lui dit j'ai une amie qui avait un cancer du sein, elle est morte, et là elle se met à lui Oui, hurler c'est vrai. dessus en disant mais comment tu oses me dire ça, qu'est-ce que t'en penses? Mais tout est vrai. C'est-à-dire que elle est dans un truc, voilà, tout va bien. C'est très violent et un peu inutile de la part de son mec de lui dire ah ben non, moi elle est morte. C'est-à-dire, c'est pas ah oui ma chérie, attention, mais quand même, tu sais, ta copine elle va traverser un truc. Voilà, je connais des gens qui sont morts. C'est brutal. Mhm. Donc je vois pas l'intérêt d'être aussi méchant et brutal avec elle. Non mais c'était ça, c'est combat ou déni, que faut-il? Est-ce que le déni aide pas un peu parfois au combat? Le rôle des copines, le rôle de l'entourage, c'est quelque chose dont on parle peu, où les gens sont très démunis, parce que quand tu apprends qu'il y a quelqu'un autour de toi qui a un cancer, tu ne sais pas trop quoi faire. Et on manque d'éducation, de guidelines là-dedans. Les gens qui ont un cancer, ils sont pris en charge par les médecins, mais le rôle de l'entourage, c'est très très difficile. Mm. Moi, je vois par exemple des femmes qui disent de toute façon, les mecs, ils se barrent. Et puis, je vois certaines qui les écartent. C'est-à-dire, en gros, ils servent à rien, qui traversent pas ça. Et donc, malheureusement, je crois que c'est à la personne qui a un cancer d'essayer, dans son propre intérêt, de faire de son entourage des alliés. C'est ce qu'elle fait. D'aller chercher les autres, de comprendre que les autres, c'est souvent de la timidité et de la peur, mais que si tu décroches ton téléphone et que tu parles, en fait, les gens, ils sont contents, mais ils savent pas comment faire. Mais c'est ce qu'elle fait vrai. d'ailleurs, Samantha, à un moment, c'est qu'elle dit... elle dit ah bah je vais finir par crever avec cette histoire, je crois, et Carrie fait non mais arrête de dire ça, et là Samantha dit t'es mon amie, t'as besoin de me laisser de parler des trucs qui me font peur. Exact. Et je trouve que c'est C'est très désagréable que l'entourage ne veuille pas entendre ce que tu as à dire parce que ça t'isole. Et ça fait peur d'être isolé. Ouais, c'est vrai. Ce que j'ai aimé avec Samantha, c'était que j'avais peur quand même, elle, qui contient ses émotions pendant quasiment 6 saisons, qui se met à pleurer en cachette dès qu'elle en a l'occasion, c'est-à-dire à l'enterrement de la mère de Miranda alors qu'elle la connaît même pas, etc. J'avais peur qu'elle le garde pour elle, et j'aime qu'elle en parle vraiment, là, pour une fois, avec ses copines, et avec Smith Gerrards. Pour le coup, au début, elle veut l'épargner, et lui, il est quand même chouette dans la mesure où vraiment il insiste, il fait tout pour être dedans, pour la rassurer, etc. Donc en fait, elle essaye de rester glam. Il est très chouette, ce type. Ouais, il est Parce trop qu'en fait, chouette. son parcours dans la saison, au début, on a l'impression que c'est un petit mec comme ça, mais il est vachement chouette, ce type. Il est super, ce mec. Et d'ailleurs, c'est ce cancer qui va permettre, et je pense qu'il a permis, comme à beaucoup de couples, à un couple de se former et d'être vraiment mais hyper solide. Et on va se retrouver en fin de saison avec une évolution. D'ailleurs, maintenant, on pourrait vraiment, vu que c'est la fin de cet épisode, parler des personnages et de leur évolution par rapport à la saison 1. Bah, moi, le truc que j'aimerais dire, c'est qu'on avait une Samantha au début de la saison 1
qui revendique que le couple c'est nul, que la fidélité c'est nul, que voilà, elle est libre et que c'est comme ça. Et par contre, à la fin, je crois qu'une des dernières phrases qu'elle va dire de la série, c'est quand elle va appeler Smith qui est en tournage et qui va lui dire je t'avais dit que tu pouvais aller voir qui tu voulais parce que j'ai perdu toute ma libido avec la chimiothérapie. En fait, non. Va voir personne. Je veux que tu sois à moi. Et ça, c'est une évolution de personnage en 6 saisons qui fait plaisir, quoi. Parce qu'elle est là et qu'elle a ouvert son cœur. Ouais, j'ai l'impression que du début à la fin, chacune va réussir. Enfin, chacune. Non, là, dans ma tête, j'avais pas chacune, j'avais Carrie et Samantha. Mais Carrie et Samantha, en tout cas, apprennent à s'affirmer. Elles donnent l'impression qu'elles savent ce qu'elles veulent. Attends, Carrie, elle se fait ramasser dans la rue. On ne sait pas par un encore ressorti de derrière les fagots, le même. Après une relation toxique. Moi, les deux qui me semblent arriver dans un couple qui a l'air sympa, c'est Charlotte. C'est Charlotte et Samantha. Oui, vrai, Charlotte, vrai. oui. Carrie, je veux trop drôle. Ouais. Charlotte, elle a vraiment réussi. En fait, Charlotte, elle a eu exactement ce qu'elle voulait, mais elle a réussi avant d'avoir, c'est ce qu'on disait dans l'épisode dernier, avant d'avoir ce qu'elle voulait, laisser tous les espèces de principes qu'elle avait merdiques de la vie. Et en fait, elle il a quasiment fallu qu'elle fasse une conversion pour avoir ce qu'elle veut. On peut attendre la conversion à tous les sens du terme. Oui, bon, elle s'est convertie à la religion de l'homme avec qui elle était, mais il y a là-dedans aussi une conversion en autre chose, alors qu'elle était méga rigide, bourge, classique, etc. Mais elle a ce qu'elle veut aussi. Ouais, en tout cas, c'est complètement. Un peu séduisant. Ah ouais, ils sont géniaux, mais c'est les seuls qui tiennent la route jusqu'au bout du reboot de mon Dieu. C'est ça, parce qu'en fait, on se met au dernier épisode, Miranda, le seul truc qu'elle a, c'est ils vont mettre un truc dans l'épisode là, en mode la mère de Steve qui a fait une espèce d'attaque la semaine d'avant et qu'elle va aller chercher dans la rue, elle va proposer à Steve que sa mère vive avec elle. Voilà, c'est ce que le scénariste a voulu nous dire. Miranda n'est plus si cynique. Bullshit, c'est vraiment la vie de Miranda, là, elle est pas bien à la fin. Magda qui l'embrasse sur la tête là en disant voilà, c'est ça l'amour, vous avez donné de l'amour et ils veulent nous faire croire que ça y est. Vous avez l'air de tenir pour acquis que le but c'est de tenir dans un couple. Ouais. Mais c'est pas très Sex and the City, ça. Le but n'est pas forcément de tenir. Dans quel sens? Comment ça? On n'a rien compris. Je sais pas, c'est pas forcément d'être en couple et que le couple tienne. La longévité n'est pas de tenir jusqu'à la mort. Mais alors j'ai jamais dit ça. J'ai dit le but dans le couple, c'est de vibrer. Ah, ça, je suis d'accord. Bah voilà, c'est tout. Je suis désolée, Miranda et Steve, ça me fait pas vibrer. Charlotte et Harry, ça me fait vibrer. Ouais. Big et Carrie, désolée, ça me fait vibrer. Samantha et Smith, bien sûr que ça me fait vibrer. Ouais, Big et Carrie. Ouais. Bah, Big et Carrie. Me fait vibrer, mais Big et Carrie. Moi, Big et Carrie, je suis persuadée que entre la saison 6 et le film numéro 1, il s'est passé que des choses sublimes et que c'est complètement une erreur complètement absurde qu'ils ne sortent pas de ce taxi pour se marier. Ouais, non, arrête, ça c'est les films d'après. Mais d'ailleurs, Big, le dernier truc qu'on sait sur lui, c'est son prénom. En fait, on le sait pour la première fois après 6 saisons. Donc maintenant, à partir de maintenant, même si c'est le dernier épisode sur Sex and the City, si un jour on fait les films, et peut-être un peu de début de Just Like That, je vais pas en dire plus, on l'appellera John. Tu trouves pas ça quand même dingue que Big s'appelle John? Et en ce moment, les théories, parce qu'en ce moment, il y a une série qui sort sur Caroline Bessette Kennedy, qui aurait en fait inspiré le personnage de Carrie Bradshaw, qui sort avec John F. Kennedy. Et Carrie Bradshaw a les mêmes initiales que Caroline Bessette. Oui, et que Candace Bushnell... Ouais, et qui s'appelle... Qui est juste l'écrivain de Sex and the City. Genre. Tout à fait. Complètement. Bon, bref. Non, je suis d'accord. C'était peut-être un indice sur l'épisode de la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Docteur Sarfati. Merci, Docteur Sarfati.